Alors, je vais vous montrer donc un film. C'est même pas un film, c'est une installation. Donc, sur 2 écrans de Farocki, donc d'Aaron Farocki, qui est un réalisateur allemand. Un réalisateur qui a commencé dans la fin des années 60, 68, je dirais, en Allemagne, très engagé politiquement, qui a fait de la réflexion sur les images dans la société d'aujourd'hui, sur la prolifération des images, la construction des images, la technologie qui fabrique les images, tout ça, la toile de fond de toute son œuvre, qui est majoritairement une œuvre documentaire, essayiste, sauf 2 longs métrages de fiction, très inspirés par les nouveaux cinémas allemands des années 70. Et là, en 1995, donc il y a une expo qui lui demande, c'est la première fois qu'il fait une installation, on lui demande de faire une installation pour revenir sur son travail. Donc ça, c'est une chose très rare, c'est le monteur, c'est le portrait d'un monteur. Ça, c'est très intéressant. Le fait que ce métier fondamental du cinéma, c'est-à-dire comment on pense le film, comment les films respirent, comment il y a la pensée dans le film, c'est le montage. Et c'est quelque chose qui est pour la plupart gommé. Là, elle est à l'image. Et donc lui, Schnittstelle, c'est exactement en allemand, c'est le lieu où on coupe. Stelle, c'est vraiment le lieu, et Schnitt, c'est le montage, donc quand on coupe. Et donc lui, il fait sur 2 écrans. Après, il y a aussi une version mono-écran où il superpose légèrement les 2 écrans. Mais là, c'est très intéressant parce que ça vous oblige, à vous, de faire un travail de montage en même temps. Et il y a quelqu'un qui a déjà monté. Quand on monte, on a 2 écrans. On a les images qui passent et les images qu'on a déjà montées en même temps. Donc on a 2 écrans. Donc il nous met dans la position du monteur qui est en train de réfléchir qu'est-ce que j'ajoute, qu'est-ce que j'enlève. Et en même temps, c'est une sorte de rétrospective. C'est-à-dire lui, il fait une sorte de panorama de ce qu'il a fait. Peu importe que vous ne connaissez pas ces films. Ce n'est pas intéressant. Ça rajoute une couche, mais ce n'est pas important, je veux dire. Et la chose intéressante, c'est justement ce travail-là. Comment je le mets en abîme et comment je réfléchis à ce que je fais, comment je le construis. Donc, c'est une sorte de portrait de la pensée au montage. Quelque chose d'invisible. C'est l'obsession de Godard, par exemple, où il y a plein de films, à partir des années 70, Godard réalise plein de films où on le voit à la table de montage. C'est des films parasites autour de grands longs métrages. Lui, il fait des films autour de Sauf qui peut la vie, autour des passions, plein de films qui sont un écho sur le travail. C'est des films sur le travail qui a été fait. Ou Soft and Hard, par exemple, sur son couple, mais en même temps sur le travail de montage. Et Farocki fait exactement pareil. Heute kann ich kaum ein Wort schreiben, wenn nicht zugleich ein Bild auf dem Schirm zu sehen ist. Oder vielmehr auf beiden Schirmen. Das ist ein Arbeitsplatz, ein Schnittplatz zur Bearbeitung von Bildern und Tönen. Das Steuerpult, das Abspielgerät, das Gerät zur Aufzeichnung. Das Besondere aber ist, dass es 2 Bilder zugleich zu sehen gibt. Ein Bild in Beziehung zum anderen. Diese Aufnahme machte Paul Kosyghian in Bukarest am 21. Dezember 1989, kurz bevor die Revolution begann. Er stellte mit seiner Kamera
eine Verbindung zwischen Fernsehgerät und Straße her. Auf dem Bildschirm Ceausescu, der eine Kundgebung abhielt, wie es schon so viele während der letzten 25 Jahre gegeben hatte. Auf der Straße Männer und Frauen, die davongehen, während die Kundgebung noch nicht beendet. Zuvor war geschehen, dass Ceausescu sich von irgendetwas gestört fühlte, von etwas, das die Kamera nicht zeigte. Er hielt im Sprechen inne und das Staatsfernsehen brach die Übertragung ab. Din București, considerând aceasta ca o La première image, Oui. quand même, c'est un visage qu'on ne dit pas. On reconnaît tout de suite. Oui, Ouais. ça c'est son film qui s'appelle Vidéogramme d'une révolution, où il monte, avec un réalisateur roumain, il monte des bandes amateurs tournées pendant la révolution roumaine. Et c'est un film c'est un essai filmique sur cette image-là. Qu'est-ce qu'une image politique? Et la question, donc, qui pose tout de suite d'emblée le film, c'est le montage, c'est construit à chaque fois, c'est une relation avec le hors-champ. Une fois qu'on choisit l'image avec laquelle, parce que l'image, la chose extraordinaire de cette sous forme d'installation, c'est que le montage, on ne peut pas voir ça dans un film. C'est-à-dire l'image qui précède et l'image qui suit, l'image qu'on voit, le film monté, on le voit de manière linéaire. Donc là, on voit ce qui précède et ce qui va suivre. Parce que c'est sur des écrans. C'est ça le montage. À quelle image on raccorde l'image d'avant avec l'image d'après? Ça, c'est le montage. Très simplement. C'est une fabrication, c'est-à-dire il y a un. Et là, on le voit à chaque fois. Et la question, c'est que toute image fait un hors-champ, ou fait allusion, ou fait penser à quelque chose qui n'est pas là. Donc l'image de Ceausescu, le hors-champ, c'est ce qui est en face de lui, la place qui va se vider pour les gens qui vont rentrer dans le palais faire la révolution. Ce que le caméraman amateur fait, c'est de filmer la télé et dans un seul plan séquence de passer de la télé, fenêtre sur le monde, à la fenêtre sur le monde, vraiment. De passer de la fiction politique au documentaire. Alors là, c'est vraiment le monde dans les cadres, la fiction, la télé de Ceausescu, à les cadres dans le monde, je filme la rue pour voir ce qui va arriver à ce moment-là. Et lui, tout le film commence avec ça. Je veux le parcourir rapidement comme ça. Donc, et il fait toute une sorte de palette de qu'est-ce qu'est le monteur. En même temps, il est en 95, c'est le centenaire du cinéma, il doit faire à la fois beaucoup de contraintes. Réviser pour le public l'histoire de son cinéma, de ce qu'il a fait, et il fait en même temps une histoire de l'image dans le XXe siècle et une histoire du cinéma dans le XXe siècle. Donc, le projet, il est assez ardu. Voilà. La question, ça c'est très très beau, le fait que dans le montage, il y a toujours question de corps, chez lui. Le corps. Faire le cadre, recadrer les images, toucher. Donc, le passage de l'argentique au numérique, quand on est en argentique, on coupe et on a dans notre nomma un morceau de temps. Le morceau de pellicule, c'est un morceau de temps. Et avec la visionneuse de montage numérique, tout ça, ça dématérialisé, mais quand même, l'aspect tactile reste.
il est là. Il renverse à chaque fois. Télé dans la télé, donc c'est assez vertigineux quand même. Voilà, là c'est exactement le champ et le hors-champ. La fiction et le documentaire. Ça, on ne peut pas le voir au cinéma. Il n'y a que l'installation qui peut faire ça. C'est-à-dire que le champ et le hors-champ en même temps. En même temps. Et ça c'est le montage. Qui fait le montage, il le sait. Ah tiens, je vais faire le contre-champ de Ceausescu. Après cette image-là, je vais monter celle-là. Et lui, il le fait d'emblée. L'installation permet, le multi-écran permet de voir ça. De réfléchir, de vraiment voir qu'est-ce que le travail de montage. Donc là, c'est hors champ et champ. Et en même temps, ça change encore. Là, il fait toute la réflexion. Donc, table de montage argentique, table de montage numérique. C'est pas encore... L'argentique n'a pas encore disparu à cette époque-là, 95. La question du toucher. Donc, le geste, l'argent. Et là, il reparcourt comment il fait les images. C'est-à-dire, les images, on va les raccorder à quoi? Qu'est-ce que le raccord? Le raccord, c'est quelque chose de paradoxal. Parce que là, par exemple, il se pose des questions. Et si je vais monter cette image-là avec celle-là, qu'est-ce que ça va redonner? Il fait le raccord c'est la potentialité du cinéma. Le raccord permet de mettre en relation les choses et de créer une pensée. Pensée qui n'est pas monologique, mais c'est un dialogue, dialogique. Deux images. Est-ce que ces deux images-là produisent quelque chose, une signification, ou pas? Là, lui, il est en train de dire qu'est-ce qui fait le monteur, une fois qu'on essaye des choses. Là, par exemple, vous vous souvenez, il dit j'aurais pu mettre ça. Et là, il fait une réflexion sur la question, le corps, encore une fois. L'image qu'on a l'impression d'être purement fictionnelle, c'est lui, tout jeune, en 68, qui se brûle, et après, qui retrouve sur son corps la brûlure d'avant. Le cinéma redevient documentaire. Là. Le corps. Moi, j'adore, c'est totalement délirant avec la fumée. Il prend feu, la salle de montage prend feu. Il y a le napalm dans la salle de montage. Et là aussi, c'est très beau, très fort. Jeder Autor, wie mit den Mitteln. Voilà, le montage comme forme de déplacer les choses, des... Montage eine Umstellung macht. Il le dit lui. Die Recombinaison. On va recombiner les choses. C'est une table, la table de montage est une table de travail où on commence à remettre les choses, à essayer. Là, il fait des tentatives qui donnent le moment quand on voit la croix. Et là, il passe de la recombinaison à la comparaison. Autre dispositif encore du montage. Comparer, mettre en comparaison et faire une réflexion sur les formes cinématographiques qui se sont emparées, qui ont filmé un sujet. Dans ce cas, la sortie d'usine. Et là, il fait une sorte d'abécédaire. Comment nous allons filmer ça? Donc, recombinaison, comparaison, et à partir de là, histoire de l'art. Et donc, c'est l'anachronisme,
et la comparaison qui devient un pur exercice de stylistique. Le monteur choisit le détail qui fait le déclic entre la norme et l'exception. Il sait reconnaître, le monteur, dans ses statues, quelque chose qui dépasse le cadre, la norme. La norme de la statue dorique, c'est les deux jambes perpendiculaires dans la même ordre. Et là, non. Et donc, le monteur, c'est celui, Marot, qui met en combinaison, dans ses livres sur l'histoire de l'art, la statue africaine et la statue grecque, et on voit une morphologie. Le monteur est un morphologue, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'étude des formes, au-delà de l'histoire, hein. Donc c'est la forme en soi, une manière de penser l'art. Et là aussi, très important, le montage est une écriture. Monter, c'est prendre une note tout le temps. Il prend des notes tout le temps. Il essaye de faire ça. Encore le corps. Ben, là aussi, c'est beaucoup de Godard. Hein, si vous pensez à Le Mépris, avec les statues qui sont filmées en même temps que l'histoire procède. L'Odyssée mise en scène par Fritz Lang. Voilà. Et après, donc là c'est la fiction, la relation au récit. Voilà, ça avec le chapitrage sur Alan Turing, donc le cinéma, le montage est un lieu de décodage. On va décoder les images. Lui il dit, il m'a traduit le sous-titre, il dit Dechiffrungsstelle. C'est un lieu de déchiffrage. Le montage permet de déchiffrer les images. La comparaison entre les images nous fait rentrer dans une logique qui est comme les maths, où il dit « je ne sais pas parler de ce que je fais ». Et le montage est un travail, parce que lui, il est au travail tout le temps. Là, il remonte tous ses films, il revient à la question « la machine ». Et à la fin, il dit une phrase, il dit « Est-ce que le montage, donc encore le corps, la main qui découpe les choses, et il dit « Est-ce que le montage Es geht mir nicht die Biografie von Alan Turing, nicht einen Spionage- oder Gegenspionagefilm. Vielleicht ist dieser Schnittplatz ein Geheimschreiber oder eine Dechiffriermaschine. Déchiffriermaschine. C'est une machine pour déchiffrer le montage. Geht es darum, ein Geheim... Voilà. S'agit-il de déceler un secret ou bien de le garder? Ça, c'est le montage. J'affiche la chose ou je la cache et je cherche une transparence impossible pour ne pas montrer au spectateur le travail qui est là derrière. Ça, c'est la bascule entre le cinéma moderne et le cinéma classique. Le cinéma classique garde le secret, la transparence, la fausse transparence. Et le cinéma moderne décèle le secret. Il se montre, comme on a vu dans les films de Isvan Sabo tout à l'heure. Voilà, je sais que le film l'installation demande beaucoup mais j'ai essayé de vous remettre dans l'ordre toute sa réflexion parce que c'est très très riche. Donc il y a énormément de choses sur la question que fabriquer, que le montage, c'est le lieu de la pensée du cinéma. On ne sait pas juste, comment dire, une technique. Comme on a vu
comme je vous ai dit, donc on commence à monter déjà en faisant de repérage. Et après, on monte quand on filme, parce qu'on découpe. Et après, on monte encore quand on monte. Voilà. Il y a donc plusieurs étapes. Oui. Oui, du coup, en documentaire plus qu'en fiction, le réalisateur est le monteur de son film souvent. Oui. Est-ce que, dans la mesure où là, il n'y a pas de scénario, a priori, il y a intérêt à ce que ce soit le réalisateur lui-même qui fasse le Alors, montage. pas toujours. Hein. Il y a des Oui. grands monteurs ou monteuses pour la plupart des cinémas documentaires. Mais c'est sûr que... Si tu penses ton film à ce moment-là, tu as intérêt à être présent. Avoir la matière entre tes mains. Il y a quelque chose, c'est sûr que... Oui. Surtout dans ce... Alors, lui, il fait un cinéma de pensée, ou comment dire, la question de... il fait pas Zabo qui fait un ballet d'amour, pas du tout. C'est un Allemand très froid, très réglementé, comme ça. Mais en même temps, qui fait beaucoup réfléchir à ce qu'on vit. C'est-à-dire la question des caméras, des images, la prolifération, la politique des images, tout ça. Donc c'est essentiel ce qu'il fait. Et il y a par exemple... mais la chose intéressante, c'est qu'il nous fait réfléchir à la polyvalence de mon montage. C'est-à-dire que dans ce mot, derrière, il y a plein d'opérations intellectuelles ou pratiques ou même émotionnelles qui sont derrière. Ils ne sont pas juste une technique, une application ou coupe de coupe, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Et le fait qu'il lui revient sur ses propres images à lui, c'est aussi un film d'affection pour lui, de revenir sur ce qu'il était, comment il était, son corps, les vieillissements, la main. Moi j'aime beaucoup le fait que dans le montage, c'est question de main à chaque fois, d'expression de main. Il y a une gestualité du montage qui est évacuée, qu'on ne voit pas au cinéma. Donc là, pour la première fois, on le voit, effectivement, le geste du montage. Alors on peut voir ça, il y a des films qui ont essayé de montrer ça, de montrer de manière presque matérialiste, tout ça. Par exemple, un film cubain que Godard cite très souvent, de Santiago Alvarez, où à un moment donné, il y a un bombardement américain au Vietnam, et lui, Santiago Alvarez, il commence à attaquer la pellicule. Donc il la coupe, il la découpe, il fait des coups, et on voit ça dérape de la raille de la perforation. Le support même est bombardé. Voilà. Ça, c'est une manière de montrer l'aspect matériel du cinéma documentaire. C'est quoi le titre de ce film? Les films, c'est 79 Printemps. Ah bah oui, on l'a vu. On l'a montré. Vous l'avez montré, oui. Est-ce qu'au niveau, quand tu dis installation, c'est qu'il a présenté son film sur des écrans différents? Ou est-ce que... Oui. Il y a deux projecteurs. Voilà. Maintenant, je pense en numérique, mais au début, c'était un 16 mm, l'un à côté de l'autre. Voilà. Alors finalement, là, de les regrouper sur un même écran, est-ce que lui était d'accord avec ça? Alors, il a fait une version mono-écran. Ouais. C'est moi qui l'ai regroupé, pour vous. Ah d'accord, voilà. C'est-à-dire que j'ai demandé à la veuve de Farouki de m'envoyer le A et B, et moi j'ai fait C. Ok. Je l'ai mis dans un logiciel et je l'ai fait pour pouvoir le montrer. Sinon, on doit avoir deux projecteurs. Et oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais du coup, ça interroge quand même le montage, parce qu'on voit quand même peut-être plus simultanément les deux possibilités de montage en étant regroupés sur un mono-écran que si on avait peut-être un écran. Alors, un mono-écran, c'est autre chose. C'est-à-dire, là j'ai reconstitué A plus B. Oui. Vous le voyez comment il est montré en galerie. Il est montré comme ça. Mais lui, il a fait une version qu'après, il ne distribue plus. Il est mort. Il ne distribuait plus où A plus B sont comme ça. C'est-à-dire que, pour vous montrer, pour vous donner une idée. Ich drücke Licht. Par exemple, ça, il est ici. Ça se chevauche, quoi.
Voilà. Ouais. Donc il y a une partie qui est superposée. Ouais, ok. Voilà. Donc tu fais l'aller-retour, tu le fais beaucoup plus vite, mais c'est pas un 16e, ça s'arrête là. Oui. Voilà. Ok. Et c'est intéressant. Sur l'autre manière, c'est de le montrer à la télé, par exemple. Je fais ça pour le distribuer à la télé. Mais justement, pour vous donner accès vraiment à la fabrication du montage, le fait que ce lieu-là, le lieu du schnitt, le lieu du coupe, de la découpe, c'est vraiment ce lieu à la fois du cerveau et du corps. C'est ça le montage. Il y a beaucoup de corps. La main, le geste, la jambe, la brûlure, il investit son corps. Et en même temps le cerveau, la pensée, décodage, morphologie, déchiffrage, comparaison, champ et hors champ. Voilà, il y a toute une panoplie théorique autour du montage, beaucoup de théories qui sont là, mais qui en même temps elles sont montrées en acte. C'est-à-dire si je fais ça, je fais ça. Si j'ai fait de la comparaison, je fais ça. J'ai fait de la morphologie, je suis historien de l'art. Voilà. Comme si le montage est tellement polyvalent et en même temps, il y a beaucoup de métiers qui sont derrière. Et effectivement, un historien de l'art, c'est un monteur. Absolument. Si vous regardez les livres de Malraux ou Didier Huberman, c'est exactement pareil. Ou Abbé Warburg. C'est des atlas, des comparaisons qui permet d'accéder à une sorte de morphologie qui dépasse les époques. On peut voir que dans une statue grecque, il y a le même voile d'un tableau de Botticelli. C'est exactement le même geste de la femme avec le voile comme ça. Il y a une migration qui est passée et qui permet, on peut voir ça si on fait un rapprochement, si on fait une comparaison, si on fait de la pensée. Parce que finalement, la pensée, c'est faire du dialogue, faire de la superposition, faire de la comparaison. Voilà, ça c'est le montage. C'est vraiment, c'est ça le montage. Il y a l'œil aussi. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça c'est... C'est surprenant de voir qu'il y a des moments où tu te dis, c'est intuitif, à l'œil, il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Difficile de trouver parfois. Mais il le dit, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, je trouve que le montage est beaucoup plus... Le montage est passionnant. Il y a quelque chose au début, il y a très longtemps, j'avais proposé cette formation avec Annick sur le montage. Donc, au début, c'était le montage. Après, on a fait la fabrique et le portrait. Mais au tout début, moi, je voulais faire quelque chose avec vous sur le montage. Parce que je trouve que c'est vraiment essentiel de réfléchir à ça et de voir que cette virtualité, c'est une virtualité qui est mise en acte. J'ai une série d'images. En plus, tout est montage. On est passé devant la vitrine. Non, mais je rigole pas. La vitrine, c'est un montage. Un espace, c'est un montage. Les choses qui sont dedans, les perspectives, les couleurs, les textures, l'approche du spectateur devant la vitrine, qu'est-ce qu'il regarde d'abord et après, comment tout construit. L'architecture est un montage. La citadelle. Comment la citadelle est construite. Comment le marcheur, par exemple, si vous montez à l'Acropole à Athènes, si vous regardez la planimétrie, c'est-à-dire du haut, l'Acropole, c'est un bordel pas possible. Rien est un axe. C'est-à-dire que les architectes grecs ont pensé, donc il y avait un terrain accidenté, avec des pierres, des cailloux, comme ça, c'est qu'à chaque fois, il y a des tournements, on tourne, et on se retrouve en face quelque chose. Après on tourne, et il y a encore quelque chose. Le fait que la direction de regard, c'est le montage, a été prévue par les architectes du Parthénon. Qu'ils ont pensé que les marcheurs, les jardins, c'est du montage. Comment on construit, comment on pense un jardin. C'est exactement du montage. Et c'est ça. Donc, tout est montage. Architecture, peinture. C'est clair que c'est un concept qui
qui est à la base de notre culture. Il n'y a aucun doute. Alors, je reprends sur la question de l'affichage de la fabrication du film même, c'est-à-dire de la mise en abîme, comme manière à la fois de exposer la fabrication même du film et l'écriture qui est en train de se faire. Donc donner l'impression de quelque chose qui s'est fait sous nos yeux. Et là, on rajoute quelque chose de encore plus... Et d'ailleurs, on voit dans les films de Farrouki la présence du réalisateur à l'image. Et alors, donc, je vais vous montrer un film de Sara Gomez, donc, qu'on a vu dans le long métrage de Cierta Manera. Et là, c'est un film qui a fait avant. Elle a fait 4 ans avant le film que vous avez vu. Donc, c'est un film de cinéma direct, mais de cinéma direct atypique. C'est-à-dire, c'est du cinéma direct qui montre donc la relation. C'est pas comme on a vu dans les films de Szabó, les réalisateurs derrière la caméra qui se protègent. Vous avez vu la séquence à un moment donné dans les films de Szabó où la fille utilise la caméra comme un miroir. Ça, c'est... Donc, et là, c'est tout à fait autre chose. Le miroir est brisé. Je passe de l'autre côté. J'ai fait un cinéma beaucoup plus sale. Je mets les mains dans la pâte. Non, dans le sens vraiment de... Il y a pas de... En plus, elle fait un cinéma un peu sale. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très brut, pas nettoyé, pas clean. Et c'est ça, sa figure de style. Le fait de se mêler au réel. Voilà. Donc là, c'est un film, donc c'est partie d'une trilogie sur une île, l'île des Pins, qui était une île où Castro envoyait à la fois les petits criminels. Le jeune en difficulté, c'était l'île des jeunes. Donc la propagande disait l'île des jeunes, l'aube de la révolution, tout ça. En réalité, c'était beaucoup d'homosexuels, beaucoup d'hors normes. Il y a eu les camps de concentration pour les homosexuels entre 65 et 67. Là, c'est fini, heureusement. Mais en tout cas, et là, on met ceux qui ne s'intégraient pas, ceux qui ne voulaient pas s'intégrer. Et donc, comme Sara Gomez, c'était quelqu'un d'assez critique, elle va mettre justement les mains là où la révolution, en tout cas l'idéologie de la révolution ne marche pas. Et en même temps, elle se met à l'image. Elle est avec eux. Elle est avec eux à la fois figure rassurante, je suis là, on dialogue, on discute, et plein d'autres choses. Donc ça, moi je dirais que c'est un portrait collectif. Je vais quand même vous dire qui était Michel Firk. Annick le sait qui est bien sûr qui est Michel Firk. Michel Firk était une critique de cinéma à positif, qui est passé de l'autre côté, c'est-à-dire était engagé politiquement, mais ça ne lui suffisait pas de faire la révolution en Europe. Elle a fait la révolution dans des pays d'Amérique latine. Alors je ne me souviens plus, c'était Venezuela ou Nicaragua, je ne me souviens plus. Voilà. Où donc, à un moment donné, elle est rentrée dans la résistance d'un de ce peuple d'Amérique latine. Elle a été saisie par la police secrète du pays et s'est enfermée dans une chambre d'hôtel et s'est suicidée. Pour ne pas tomber dans les mains des tortionnaires. Voilà. Et donc, devenue une figure aujourd'hui oubliée, mais à l'époque, et à un moment donné, elle s'était rendue à Cuba et elle avait connu Sara Gomez. C'est pour ça qu'il lui dédie le film.
déjà les conditions pour arriver à le mettre dans le contexte. C'est le maximum qu'on pouvait se permettre à cette époque-là, à Cuba, des critiques. C'est-à-dire là, elle est allée vraiment très très loin. Le film n'était pas censuré, il est passé. Et c'est un film sur l'échec, hein. C'est pas un film sur la réussite du tout. C'est un film sur les tentatives des individus. Donc c'est un film sur les individus à Cuba. C'est pas un film sur le collectif à Cuba. C'est des individus et chacun. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment un portrait prismatique, collectif. Chacun a le temps de raconter son histoire avec la révolution. Qu'est-ce que je fais là? Et vous avez vu que le film, dans la mise en scène des cinémas directs, n'est jamais systématique. C'est jamais une méthode qui est appliquée. C'est vraiment cas par cas. Donc chacune a droit à une invention, une remise en question du direct. Jusqu'à afficher complètement les dispositifs. Vous vous souvenez quand il y a le carton qui dit la séquence suivante va être montée comme ça. D'abord les interviews, après les écoutes, et après les écoutes encore, troisième étape. Et tous les films, la présence d'elle aussi, donc c'est des longs plans séquences, mais elle est soit à l'image, soit à côté. Et c'est la relation qu'elle a avec eux, avec elle, qui est la force du film. Voilà, donc c'est un film qui a l'air d'être très simple, et en réalité, c'est un film qui n'a pas de discours, c'est un film qui n'est pas du tout de la propagande. Donc la commande, c'était Sarita, va à l'île des Pins, fais-nous un beau portrait, elle le met même à l'image. Quand il dit à la fin avec la gardienne qui dit « Tu m'avais dit de montrer des choses qui vont bien, qui marchent bien. » Elle le met même à l'image. Donc voilà. Et ça dans les films de la sphère socialiste, c'est rarissime. Hein. C'est-à-dire que la mise en abîme se fait sur le dos de la propagande. La propagande est mise en échec à tout moment. Et je ne vais pas rentrer dans les sujets du film, je vais rester dans la forme. Le sujet du film, c'est tellement éclatant. Homosexuel, prêtre, petit voyou, noir. C'est l'identité que la révolution doit broyer pour construire l'homme nouveau. C'est terrible. Et donc, c'est des individus qui veulent résister à tout ça. C'est pour ça que c'est un portrait. Parce que le portrait de l'homme nouveau ne peut pas se faire parce que c'est un formatage. Donc là, chacun affiche sa présence, son identité. Et elle aussi. Elle ne se met pas en avant pour montrer les réalisateurs de manière postmoderne, comme ça. Non, elle est là, comment dire, à garantir une égalité du regard. Que celui qui a la caméra n'a pas plus de pouvoir que celui qui est devant la caméra. C'est un film, dans ce point de vue-là, elle tombe de l'estrade du pouvoir du réalisateur. Voilà. Elle descend sur terre. Elle est filmé, là c'est à égalité. Ils sont tous magnifiques. Hein. Moi je trouve qu'ils sont des personnages... Ah ouais, ils sont tous charismatiques. Ils ont une présence... et ils cherchent. Combien de temps elle est restée là-bas pour avoir... Elle est restée pas mal, elle est restée 1 an parce qu'elle a travaillé, elle était sur l'île à travailler avec eux. Elle a fait 3 films pendant 1 an, entre 68 et 69. Elle le cite même, le film Una isla para Miguel, et après La isla del tesoro.
qui est le plus court, et celui-là qui est le plus long. Donc 3 films. Mais les gens ne se livrent pas comme ça si tu restes caché. Il y a une confiance et puis il y a une maturité dans les témoignages. Bah oui. Une maturité et une manière de... Oui, et en plus, ils ne sont pas tous punis. Hein. Il y a des gens qui sont là volontairement à se reconstruire. Il y a les Vikings, les enfants qui sont carrément punis. Vous avez... un chef opérateur son et un opérateur image ou pas? Oui, il y a un chef opérateur et un ingénieur du son. Donc elle n'est pas... Troisième. Oui. Donc mais avec une seule caméra. Et on le voit parce que c'est jamais du champ contre champ, par exemple. C'est-à-dire que le champ contre champ se fait avec un mouvement de caméra qui figure la relation. Quand on fait un champ contre champ, il y a une coupure. Le montage coupe. Le paradoxe du montage, c'est qu'il coupe pour relier. C'est ça, le paradoxe du montage. Donc là, le montage, il est ailleurs, dans la structure du récit général, mais elle essaie de garder ce moment-là de l'intime partagé. C'est intime partagé. Et c'est un autoportrait d'elle-même, c'est ça qui est très beau. Parce qu'avec ces questionnements, elle part d'elle-même aussi. Elle se cache pas derrière la caméra, elle n'est pas à l'abri. Elle est là, décoiffée, avec eux. Moi, j'aime beaucoup le dialogue avec les chanteurs noirs, où il y a la barre derrière qui les... derrière dans le mur du bois qui les divise. Vous vous souvenez là? Ouais. Et chaque rencontre est vraiment très 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 différente. Oui. On retrouve la même proximité avec les personnages que dans d'une certaine manière. La seule chose, c'est que là, elle est oui, apparaît, exactement. et dans l'autre... C'est les personnages de fiction qui font voilà, apparaître les documentaires. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Oui, il y a quelque chose de l'intrusion à chaque fois, quelque chose qui va salir, entre guillemets, qui va rendre vivante une matière, un révélateur. Il lui faut un révélateur à chaque fois. Qu'il soit elle qui fait le passage comme ça. Et c'est pour ça que comment dire, par exemple, dans un autre film, je l'ai raconté à la séance de certaine manière, le feedback inventé par Rouch et Morin, elle va beaucoup plus loin, c'est-à-dire elle n'est pas là pour faire un film, pour épauler le film, pour lui donner une sorte d'aspect scientifique, comme il voudrait Morin. On fait une enquête sociologique qui est bien fondée. Je suis enquêteur participant, donc vraiment en termes anthropologiques. Je fais partir de ma recherche, donc il faut que j'y sois là, que je ne me gomme pas. Donc elle passe beaucoup plus dans l'affectif. Et là aussi, par exemple, comme tous ces dispositifs, comme au montage, relie le moment de l'écoute, c'est-à-dire le futur, elle le relie. Vous voyez, là, elles sont en train d'écouter ce que nous, on voit tout de suite après. Là, elles écoutent ensemble ce qu'après nous, on voit. Donc, elles brouillent les temporalités.
C'est une séquence qui elle a l'air d'être simple et en réalité très complexe au niveau de fabrication. Parce qu'après, il y a un retour en arrière aussi, à la fin, quand on a finalement elle qui parle de la gardienne. Après, au niveau, pour moi, la chose, en connaissant un peu le cinéma cubain, c'est assez extraordinaire, et en tout cas les cinémas des films des pays socialistes, la liberté qu'elle se prend par rapport... Il n'y a aucun signe d'autorité dans tous les films. Il n'y a pas de gardiens de la Révolution, il n'y a pas des policiers, il n'y a pas des officiers, il n'y a pas des soldats, pas des gens de l'armée, qui pourtant sont là. Hein. Ils sont absents. Elle les a écartés complètement. C'est comme dans les films de Kiarostami. Kiarostami a été accusé, je vous l'ai dit quand on avait fait la formation, a été accusé d'être apolitique. Dans les films de Kiarostami, on ne voit jamais. Si vous allez à Téhéran, vous voyez des murales gigantesques, partout, avec les barbus, avec Khomeini, Khamenei, ils sont partout. Dans aucun film de Kiarostami, il a filmé ça. Ça, c'est une manière très élégante de faire un film politique sans afficher les gardiens de l'ordre. Et elle fait exactement la même chose. Fidel le cite une fois, et il n'y a pas les chansons de la Révolution. Il y a une chanson de jeunesse sur l'île de Pin qui fait le trait de toutes les histoires. Voilà, c'est une finesse. C'est un tissant, tout ça, qui est très forte. Ça va ? Et moi, j'aime beaucoup aussi la fin, quand on revient sur la galerie de portraits. Voilà. Retour sur le travail ensemble. Donc là, on a vu un film qu'en apparence, où en apparence, il n'y a pas une grande mise en scène, en réalité, il y a beaucoup de mise en scène, de construction des situations. Beaucoup. Donc, mais la mise en scène peut aller beaucoup plus loin. Donc, comme je disais ce matin, la mise en scène n'est pas le domaine de la fiction. Hein. C'est pas que la fiction a comment dire, mais ça vous le savez, mais en tout cas, c'est bien de le répéter. La mise en scène fait partie du cinéma documentaire depuis le début. Comme j'ai dit plusieurs fois, il y a au moins 4 sorties d'Usine Lumière. Ils sont habillés en Franck des Dimanches, ils sont habillés comme des ouvriers, il y a plus ou moins de lumière, donc ils les ont mis en scène comme il faut, pour avoir la version définitive après, qui rentre dans les catalogues Lumière, qui soit la plus soignée, et la plus outil aussi à l'usine. Parce que c'est quand même le premier film de cinéma, c'est aussi une publicité à l'invention des Lumières même. On est déjà dans l'industrie. Tout de suite. Mais en tout cas, il y a mise en scène. Alors là, on va encore plus loin. C'est-à-dire, je veux raconter la vie de quelqu'un. Au lieu de passer par simple interview. Donc là, on a vu, non ? Interview, mais interview très articulée, affichée, le dispositif, l'intervieweur avec l'interviewé, la caméra qui se montre, voilà, tout ça. Mais là, on peut aller vraiment très très loin, filmer le passé, donc la mise en scène du réel, le souvenir. Qu'est-ce que je veux faire avec ça ? Est-ce que la parole performative suffit à raconter tout ça ? Parfois, oui, donc Jean Eustache, la grammaire qui parle pendant 2 heures, ou parfois non, et là c'est un film, donc Wojciech Wisniewski. Donc et là, lui il s'attaque à une héroïne du travail en Pologne, c'est-à-dire stakhanowiste, le portrait officiel de cette femme, c'est l'héroïne
qui a fait des quotas de choses dans son usine de dessissage énorme, qui a dépassé les limites. C'est-à-dire la figurine du réalisme socialiste, hiératique, la statue. Alors, on est en 75, lui, il veut à la fois rendre hommage à cette héroïne, l'humaniser et déconstruire la rhétorique des propagandes. La déconstruire complètement. Comment il va faire? Il va surcharger la mise en scène, donc c'est-à-dire il va tellement charger tout ça qui devient totalement, qui est démontée, qui est déconstruite. Et il va construire tout un dispositif avec une artiste féministe polonaise de l'époque qui construit un décor exprès pour les films avec des objets. Vous allez voir, hein, c'est assez incroyable. Et après, il y a un travail à l'image et au son qui font exploser les cadres réalistes. C'est-à-dire, le réalisme socialiste, il est tellement exaspéré qu'il devient surréel. Les couleurs, la taille des objets, le son. Voilà. Donc c'est un film que c'est difficile après pour les censeurs se retrouver en face de ça, parce qu'elle n'est pas critiquée en tant qu'héroïne du travail, c'est le langage qui en fait d'elle quelque chose qui est et elle ne pas en même temps, parce qu'elle redevient humaine avec ce film. Tout en étant ce qu'elle était. Voilà. 20 minutes et 1975. Nazywam się Gościenińska. Na imię mam Wanda. Urodziłam się w mieście Łodzi z ojca Józefa Płocka i matki Franciszki w domu przy ulicy Pawianickiej numer 61. Alors, donc. Là, il n'y a pas une seule séquence qui ne soit pas mise en scène. Complètement. C'est pour ça que le premier film de Claudio Cosenzano, tu sais, qu'il avait fait dans son village, comme ça, tous les personnages, il mettait en scène Oui. de cette manière-là. Oui, mais il l'a fait 20 ans plus tard, ça. Ah bah, bien sûr. Là, c'est 75. Donc, et dans un pays socialiste. Donc, voilà. Donc, le film a été censuré. Bien sûr, ils ne sont pas dupes. Oui. La caricature, elle est épaisse. Hein. Je ne sais pas si c'est une caricature. C'est une... Le personnage, à la fin, Oui, mais en même temps, elle est attachante parce qu'il croit. Ah oui, elle, mais la manière qu'il a donc... Oui, la manière, c'est de déconstruire complètement le langage de l'affiche stalinien. L'affiche stalinienne, elle est... Mais c'est la mise en scène aussi du passé. Le fait que pour arriver à... On apprend beaucoup de ce film. Il y a beaucoup de choses. Et en même temps, c'est un film voilà, qui fait exploser complètement le décor. Le décor devient... Et la caméra, quand même, le travail de Rybczynski est extraordinaire. Comment il utilise chaque fois des objectifs particuliers pour faire exploser les cadres. Par exemple, quand il y a toute la jeunesse communiste et elle est au centre, là, téléobjectif qui aplatit l'image, donc ça devient une affiche. Ou d'autres, fisheye qui fait les doigts, qui devient une sorte de truc monstrueux. Ah oui, qui sont là. Les travailleurs. Oui, exactement. Et après, ce plan séquence incroyable avec le passage du temps, les générations, les enfants, elle, la bouffe. C'est un peu muséographique. Oui, c'est une sorte de catalogue de tout ça, mais qui est
C'est un film sur la manière de déconstruire le portrait officiel. Le portrait officiel, il est démantelé. Il est déboulonné, je dirais presque. La statue de Lénine, là, est déboulonnée avant la chute du communisme. Avec tout ce qui va avec. Et en même temps, avec un sens de l'image incroyable. Il y a vraiment quelque chose de l'art contemporain qui est très fort. Une sorte de réalisme. Il y a beaucoup d'artistes après, surtout de l'Est, qui ont travaillé. Eva Partum donc, a fait le décor. Et effectivement, c'est frontalité assumée. Ça vous intéresse? C'est puissant. Hein? C'est intéressant de le voir après le film de Sarah Gomez qui est à l'apparence classique comme ça, de voir ça qui est 7 ans d'écart et on est vraiment dans un autre continent du cinéma. Hein? C'est-à-dire là, vraiment, l'image se fabrique. L'image est fabriquée. Donc eux, ils ont fabriqué cette image-là. Moi, je vais fabriquer à l'énième puissance une autre image pour la contrer et pour la détruire. Donc c'est pour ça qu'il y a cette hiératicité, on dit hiératique. Très hiératique, une image statuaire, une image comme ça qui est complètement... Mais tu sais, je pense toujours à ce film ouais. de Pilar Sassinsa parce que là, il part d'une légende et remet en scène cette légende avec des personnages d'aujourd'hui. Donc il y a aussi un peu ce travail sur le temps. Et là, je pense pas qu'il veuille déconstruire une légende, lui. C'est pas totalement ça, mais c'est comment une légende continue à vivre dans le monde d'aujourd'hui. Parce que c'est joué par le boucher du coin, etc. Ouais. Ça se sait. Donc il y a peut-être... Je réfléchis en même temps que je parle. Oui. Peut-être pas quelque chose de très intelligent, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, tu vois, une juxtaposition à la fois du réel et de la légende. Là, ici, peut-être pour déconstruire. Comment ça a été en même temps, le film censuré immédiatement. Ah ouais. En même temps, là, il y a aussi la question... Les esprits, Ils sont... Mais en tout cas, c'est la question aussi de faire, comment dire, de construire une image qui soit très dense. Donc, par exemple, les époques, tout mettre dans une seule séquence, dans une seule image, pour arriver vraiment à la tenir. Par exemple, la chute du nazisme, c'est très iconique, tout le film. La croix gammée qui tombe de haut, en plongée, tac, plus besoin de rien. Les gens qui sont plein séquence avec la caméra qui recule, j'accepte tout travail. Là, c'est la crise économique des années 30. Tac. Un plan, c'est l'icône. C'est un film sur l'icône. Comment on peut devenir icône? C'est très très beau le moment quand elle est en face de son tableau. Donc, le modèle et le portrait. Et il y a un deuxième portrait, c'est le portrait que le réalisateur est en train de faire d'elle. Qui est à la fois le portrait d'une femme et de l'icône qui a été fait sur elle. Donc, il va loin dans la réflexion théorique sur l'image et sur le portrait. Il va très très loin. Et donc, lui, il n'est pas en train de la balancer à la poubelle. Tiens, la pauvre, tu t'es fait des illusions politiques toute sa vie. Non, du tout. Il est en train de détruire, de déconstruire l'image qui a été faite d'elle. Comment dire? Et l'image idéologique que le régime totalitaire a fait pour faire croire, pour faire sens. Et ça, c'est intéressant parce qu'il lui aussi fabrique des icônes. Parce qu'il fabrique des icônes pour dire la fin du nazisme, les années 30, la fin, l'après-guerre. Voilà, c'est très iconique ce qu'il fait. C'est-à-dire, il absorbe lui-même cette rhétorique-là
mais pour le bon, pas pour le mal. Donc c'est vertigineux. Hein, Et cette immense toile, où elle est comme ça, il y a tout. Ah, ça c'est... C'est le décor, ça a été... Ben oui, c'est le décor d'Eva Partum qu'il a dessiné selon les photos. Et moi j'aime beaucoup aussi le moment final avec le repas avec la famille. C'est la dernière scène. C'est la dernière scène. Et derrière, catholique, Pologne, attention, hein. Donc, et derrière, les images du Père, du Dieu, le communisme, qui est là derrière. Voilà. Comme la dernière scène avec les images des années 1949, quand elle a été décorée comme première femme qui a fait plus 400 de réussites. C'est curieux d'ailleurs qu'elle se prête à ce jeu-là. Ouais. Elle ne doit pas être complètement sotte. Elle doit bien comprendre qu'il y a quelque chose qui joue là, de la manipulation. Oui, je sais pas. Mais il a fait plusieurs films sur ça. Il a fait un film, par exemple, sur un comment ça s'appelle, un ouvrier du bâtiment, voilà, qui se sont prêtés aussi à ça. Parce que moi, je trouve pas que le mot... Oui, tout était interdit. Il est mort à 39 ans dans l'attaque cardiaque. Et il avait fait d'ailleurs un film sur l'attaque cardiaque quand il était jeune. C'est fou, ça. Moi, j'ai beaucoup d'humour noir. Elle est complètement dupe. Hein? Je ne sais pas si elle est dupe, mais... Elle est flattée au point de ne pas se rendre compte qu'elle est... Ah, bah c'est souvent ça. Hein. Bah oui. Mais moi, je ne trouve pas qu'il y a de la caricature. À mon avis, il y a plein de non-dits entre peut-être le réalisateur et le personnage. Oui. Elle doit avoir une certaine conscience de ce qui est en train de Oui. faire. Tout est tellement figé, ça a dû être des heures de mise en scène. Donc, quand tu adhères pas... Oui. Non, mais est-ce que... Moi, j'ai le sentiment qu'elle prend ça comme un hommage. C'est un hommage aussi. Hein. Elle le prend comme un hommage, elle ne se sent pas du tout... Mais en même temps, ce l'est. En même temps, ce qui distingue ce film du cinéma postmoderne, où on se moque parfois, on fait du striptease sur le personnage. Elle reste attachante, il y a quelque chose de très humain chez elle. Oui, c'est une femme du XXe siècle qui a cru à ça, que c'était son idéal. C'est sa vie, c'était pour le bien du pays, du peuple, de la Pologne, pour que tout le monde puisse s'habiller, avoir des fringues, avoir de... C'était ça aussi, le communisme, hein. C'était pas que la merde. Et du coup, on lui demande d'être une statue, et dans le fond, Ouais. être une statue, c'est logique, quoi. Ouais. Pour elle, c'est une continuité. Voilà. Pour elle, c'est une continuité. C'est pour ça qu'elle on ne voit pas du tout des sentiments Non. troubles, Ouais. pas du tout. Elle est, Ah oui, elle est totalement... À la fin, quand elle est fardée avec son rouge à lèvres... Ah oui. C'est dans l'icône hiératique, c'est statuaire. Voilà, elle est restée dans le... Elle n'a pas évolué. Moi, je me souviens quand je suis allé en Albanie, à Tirana, il y a un musée de l'art contemporain albanaise. Et l'art contemporain albanaise, c'est du réalisme socialiste de 1948 jusqu'à 1991. Ils n'ont jamais eu de changements. Les autres pays, en 1953, lui, il est mort, lui, Staline. 1956, déstalinisation. Il y a eu des avant-gardes, des trucs. Mais pas en Albanie. Donc, c'était ça, sans écart, zéro. Pas de nuance. Non, c'est fou. Voilà. Et là, au contraire, ça montre que... Mais c'est aussi ça la force des pays socialistes. Oui, je te censure, mais je t'ai permis de le faire. Il était S'il y a du moyen quand même. Salarié de... Si, tout le monde était salarié. Il n'y avait pas de boîtes privées. Hein. Donc, je t'ai permis de le faire. Tu peux le faire. Ok. Je l'ai mis au placard, mais après le film... Tu l'as trouvé dans un placard. Non, mais j'adore ce qu'il a fait, ce réalisateur. Il est disponible. Sur YouTube. Peut-être, oui, aussi. Maintenant, oui. Oui, je l'ai vu il y a très longtemps, première fois. Mais c'est quand même extraordinaire, par exemple, pour un jeune réalisateur qui se pose des questions par rapport au documentaire,
Voilà, c'est un film qui libère une énergie de création. Tout décor est fabriqué, et tout personnage... Le personnage est réel, mais après, il est complètement mis en scène. Voilà, ça libère un goût pour... oui, on arrête de dire « Ah, mais c'est pas un film, c'est un documentaire !» Parce que là, c'est carrément un cinéma à 100%. Hein. Et trouvez-moi un film contemporain documentaire si osé, si riche, si inventif. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si, vraiment, jusqu'au bout. Voilà. Vous avez pensé à montrer le portrait de Birkin par Varda ou pas du tout? Jane B. par... ouais. C'est intéressant. Il y a pas mal de mise en scène aussi. Oui. Mais là, dans les années 80, fin des années 80, c'est déjà... Oui, bien sûr. Ils jouent parce qu'elles ont fait un film de fiction ensemble. Ouais. Très mauvais, malheureusement. Ah bon? Tu l'as vu? Non, le film de fiction. Comment il s'appelle? C'est pas bon. Malheureusement, c'est pas bon. Sur un jeu de vidéo. Comment il s'appelle? Je l'ai vu une seule fois, hein, il y a très longtemps. Mais c'est pas bon. Non. C'est après qu'elle fait le film avec Bonner, qui est bien. Ouais. C'est Antoine Hillois. Mais celui-là, il est pas bon. Ouais. J'essaie de trouver... Ouais. Je vais dire Google, là. Voilà. C'est vite fait. Des questions? Donc là, vous avez vu, même les sons. Le son est totalement fabriqué. Vous avez entendu ces échos, la voix, comment elle est retravaillée. Tout est artificiel dans le film. Sauf l'international. Oui, mais l'artificialité, voilà, c'est une manière de... Je charge, la charge. Elle était déjà comme ça, ok. Alors je réponds à l'énième puissance, et bien sûr que le château de cartes s'écroule après. Parce qu'on voit bien que c'est de la carte en pâte. C'est du plâtre. Tout est décor dans ce film. Ouais. Oui, c'est peut-être là où d'ailleurs c'est un peu troublant. Parce que c'est plus statuaire, c'est aussi carte en pâte. Eh ben oui. Donc il y a un peu de ça qui peut... Ouais. Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a Kung Fu Master. Ah oui, c'est ça. Ça m'est venu à l'esprit. Moi, j'adore Varda, mais celui-là, non.